Recommandation des bonnes pratiques professionnelles. Les attentes de la personne et le projet personnalisé. Document téléchargeable en PDF sur has-santé.fr. La vision portée par le législateur dans différents textes insérés au Code de l'action sociale conduit les personnes destinataires des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux à participer à leur propre projet. Ces personnes sont, pour la plupart, en situation de vulnérabilité lors de leur rencontre avec les professionnels. Ces derniers doivent donc être à leur écoute pour rechercher, susciter et accompagner cette participation afin qu'elle soit effective. Chaque personne accompagnée a des attentes et des besoins singuliers que les professionnels s'emploient à intégrer dans le projet. Le processus à mobiliser pour cela, véritable apprentissage d'une co-construction patiente entre la personne et l'accompagnant, représente la meilleure réponse que peuvent apporter les professionnels face au risque d'une approche standardisée qui s'opposerait à l'objectif de personnalisation. Ainsi, cette démarche est-elle un facteur clé pour la réussite des projets. Les travaux préparatoires ont toutefois révélé l'existence de pratiques controversées en la matière, ce qui a conduit l'agence à adopter la méthode du consensus formalisé. Plus d'une centaine de personnes ont été mobilisées pour produire ces recommandations qui concernent l'ensemble du secteur et viennent soutenir l'objectif des acteurs de terrain, répondre au mieux à la singularité de chaque situation. Cette recommandation propose aussi aux professionnels des principes, des repères et des modalités pratiques pour associer étroitement les personnes, étape par étape, à la construction de leur projet, à sa mise en œuvre et enfin à son évaluation. Didier Cherlan, directeur. Présentation générale. 1. Introduction. La prise en compte des attentes de la personne dans la démarche de projet personnalisé se réfère directement à la recommandation cadre de l'ANESM sur la bientraitance et s'inscrit dans le droit fil des principes de la loi numéro 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Cette recommandation de bonnes pratiques professionnelles vise à favoriser l'expression et la participation de l'usager dans la conception et la mise en œuvre du projet qui le concerne. Elle a vocation à éclairer la pratique quotidienne des professionnels et à servir de point d'appui pour le dialogue et les échanges avec les usagers. Elle vise également à interroger l'organisation et le fonctionnement des établissements et services pour favoriser cette dimension de la personnalisation de l'accompagnement. Cette recommandation concerne l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Elle nécessite d'être adaptée par chaque équipe professionnelle à la spécificité des situations des personnes accompagnées et aux missions des établissements ou services. Elle s'adresse d'abord à l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès des personnes accueillies et accompagnées. Elle concerne également les usagers et les représentants et de manière plus globale l'entourage des usagers. Elle intéresse aussi les organismes gestionnaires quant à leur orientation et projets institutionnels et les partenaires concernés par la thématique du projet personnalisé. 2. Méthode de travail. La méthode du consensus formalisé a été retenue pour cette recommandation. 1. Un groupe de pilotage a produit un projet de recommandation à l'issue d'une analyse documentaire et d'une étude qualitative réalisée par l'équipe projet de l'ANESM. 2. Cette production a été soumise à un groupe de cotation qui a donné son avis sur chaque proposition en précisant son degré d'accord ou de désaccord sur une échelle graduée. 3. En fonction de cette cotation, une seconde version du projet de recommandation a été proposée à un groupe de lecteurs chargé de vérifier la lisibilité et la cohérence du document. La conformité juridique de ce document a été validée, le projet de recommandation ainsi finalisé a ensuite été soumis aux instances de l'ANESM. L'ANESM qui est l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité d'établissements et services sociaux et médico-sociaux. À savoir également que les différents groupes de pilotage, de cotation et de lecteurs étaient composés de professionnels, de représentants des usagers et d'autres personnes ressources représentatives du secteur social et médico-social. 3. Le contexte et les enjeux. Les professionnels du secteur ont défini depuis de nombreuses années des principes d'intervention associant les personnes accompagnées aux décisions les concernant. Mais des évolutions sociales et législatives importantes donnent une nouvelle actualité à ce thème. 3.1. Le renforcement des droits et usagers. Et plus spécifiquement, le droit à un accompagnement adapté aux spécificités de la personne, à ses aspirations et à ses besoins, y compris de protection, à l'évolution de sa situation, âge, pathologie, parcours, environnement relationnel, respectant son consentement éclairé ou à défaut celui de son représentant légal.
Le droit d'exercer un choix dans ses prestations adaptées, dans le respect de l'éventuel cadre judiciaire, et le droit de participation directe de l'usager ou de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui le concerne. La personne accueillie et ou accompagnée peut faire appel à une personne qualifiée pour l'aider à faire valoir ses droits. Ces droits, centraux dans la loi n° 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale, sont réaffirmés et complétés dans plusieurs textes législatifs, notamment dans le cadre du handicap, où le plan personnalisé de compensation prend en considération les besoins et les aspirations formulées par écrit par la personne, et ou son représentant légal. La réforme de la protection juridique des majeurs propose une graduation des mesures facilitant l'individualisation de la protection et renforce les droits de la personne protégée. Elle impose une meilleure prise en compte de sa volonté ainsi que de celle de ses proches. La réforme de la protection de l'enfance insiste sur l'audition du mineur par le magistrat pour entendre son point de vue, lui expliquer les décisions prises, recueillir si possible son avis et affiner la notion de son intérêt. Le rôle des parents et l'accompagnant de la famille dans l'exercice de sa fonction parentale sont renforcés. 3.2 L'évolution de la structuration de l'offre de prestations. De plus en plus souvent, l'usager accède à des services portés par un réseau d'intervenants et non plus à un seul établissement. Il s'ensuit une difficulté potentielle pour lui faire entendre son point de vue lorsqu'il s'adresse à des équipes pluridisciplinaires rattachées à plusieurs établissements ou services. Chaque établissement ou service étant tenu d'élaborer un projet par personne accueillie accompagnée, celle-ci est susceptible d'avoir plusieurs projets qui la concernent. Par exemple, pour une personne handicapée, un projet au sein d'un foyer qui l'héberge et un projet au sein de l'ESAT où elle travaille. Il s'ensuit un risque d'incohérence des interventions, d'incompréhension par la personne et parfois de suractivité nuisible au confort de la vie des personnes. 3.3 Une confusion sémantique. Selon les missions de l'établissement ou service, le projet qui concerne la personne a différentes appellations. Projet éducatif, projet d'insertion, projet personnalisé d'accompagnement, projet individualisé de prise en charge et d'accompagnement. Sur le terrain, ce sont encore d'autres appellations qui peuvent être utilisées. Projet individuel, projet individualisé, projet personnalisé d'accompagnement. Le terme de projet d'accueil et d'accompagnement, introduit par la loi du 2 janvier 2002, présente l'intérêt d'être commun à l'ensemble du secteur social et médico-social. Toutefois, cette appellation est peu utilisée sur le terrain. Le terme de projet personnalisé a été retenu dans cette recommandation pour qualifier la démarche de co-construction du projet entre la personne accueillie, accompagnée, et son représentant légal, et les équipes professionnelles. En effet, le terme projet personnalisé témoigne explicitement de la prise en compte des attentes de la personne et ou de son représentant légal. Englobe la question de l'individualisation. Le projet personnalisé peut s'appuyer sur des activités et prestations individuelles et ou collectives. Permet d'inclure différents volets plus spécifiques dont il organise l'articulation, volet éducatif, volet pédagogique, volet de soins, est déjà largement utilisé sur le terrain, convient à l'ensemble du secteur social et médico-social, et le terme projet personnalisé est celui qui figure dans le cahier des charges de l'évaluation externe. 4. Les objectifs de la recommandation. Ces évolutions appellent les professionnels du secteur social et médico-social à porter un regard nouveau sur les rapports qu'ils entretiennent avec les usagers et leur entourage. La recommandation s'inscrit dans cette finalité en proposant d'aborder une posture d'alliance, supposant un croisement des savoirs et des pratiques qui, sans supprimer les statuts, permettent à chacun une reconnaissance. Cette posture n'est évidemment pas sans poser des difficultés dans ses applications concrètes, et le but général de cette recommandation est d'éclairer les professionnels pour réaliser ce croisement des savoirs et des pratiques avec les usagers tout au long de la démarche du projet personnalisé. Plus précisément, la recommandation a pour objectif de faciliter la participation des personnes accueillies et accompagnées tout au long de la démarche du projet les concernant, soutenir les professionnels dans les pratiques quotidiennes et les aider à mettre en œuvre ces droits des personnes à participer à leur projet. Et enfin, contribuer à la clarification des termes utilisés et proposer des repères communs utiles au dialogue entre les différentes parties prenantes. La perspective adoptée dans cette recommandation est celle de la personne accueillie et ou accompagnée tout au long de la démarche du projet qui la concerne. Ce choix de perspective a pour conséquence que certaines questions techniques de méthodologie de projet qui concernent avant tout les professionnels n'y sont pas traitées. Par exemple, la coordination des actions, la cohérence de la prise en charge et du parcours des personnes, l'articulation avec les prescripteurs ou orienteurs éventuels, magistrats, inspecteurs de l'aide sociale à l'enfance, commission de droits de l'autonomie de la personne handicapée, etc. 5. Le plan du document.
La première partie pose les bases de la recommandation, les repères utilisés et les principes retenus. La deuxième partie décline la prise en compte des attentes de la personne tout au long de la démarche du projet personnalisé. Et enfin, la troisième partie traite de la contribution du projet personnalisé au projet d'établissement ou de service. Grand 1. Repères et principes. 1. Les repères. 1.1. Au-delà de l'usager, la personne et ses attentes. Il est désormais courant de se référer à la notion d'usager dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux pour définir le bénéficiaire d'aide et d'accompagnement, sujet des droits. Mais, au regard du thème traité, il sera ici préféré une notion plus large, celle de personne. Une personne en situation de fragilité certes, mais dotée également de capacités, un être social aux multiples appartenances, environnement, parcours, un proche mais aussi un autre avec sa part de mystère. Cette personne est le bénéficiaire direct des accompagnements et des prestations. Elle se différencie de son représentant légal ou de ses proches, quel que soit son statut ou sa situation. Le travail des professionnels consiste à créer un cadre facilitant une expression différenciée des attentes, celle de la personne, celle des proches, celle du représentant légal. Cette personne a des attentes vis-à-vis des professionnels. Ces attentes correspondent aux souhaits, désirs, envies, éléments de projet que les personnes forment elles-mêmes et proposent aux professionnels. Ces attentes peuvent être latentes, simplement ressenties, explicites ou implicites, mais elles existent toujours, y compris dans des situations extrêmes comme en fin de vie par exemple. Cette personne a souvent une représentation de ses propres besoins d'aide et d'accompagnement. La personne, éventuellement aidée par des tiers, au-delà de la formulation d'une attente ou préalablement à celle-ci, peut produire une analyse de ses besoins. Le travail des professionnels consiste à aider la personne à affiner sa compréhension de sa situation, exprimer ses attentes et construire avec elle le cadre d'un accueil et d'un accompagnement personnalisé. 1.2. Un droit, pas une obligation. La participation de la personne à son propre projet n'est en aucune façon une obligation pour elle. La disposition de la loi numéro 2002-2 évoque clairement qu'il s'agit d'un droit. Les professionnels encouragent les personnes à participer et facilitent leur expression, mais ils ne peuvent pas les obliger à participer. 1.3. Projet personnalisé et contrat de séjour. La loi numéro 2002-2 oblige les établissements et services à rédiger, selon les cas, un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge DIPC. Cette loi fait obligation aux professionnels d'établir un projet d'accueil et d'accompagnement, mais il n'en détaille pas le contenu ni ne précise s'il doit être écrit. Les liens que la loi établit entre le projet d'accueil et d'accompagnement et le contrat de séjour ou DPC sont les suivants. Le contrat de séjour ou DPC, conclu entre l'établissement service et la personne et ou son représentant légal, définit les objectifs de la prise en charge, les prestations offertes ainsi que les conditions de la participation financière du bénéficiaire. Un avenant doit préciser, dans un délai de 6 mois suivant l'admission, les objectifs et les prestations adaptées à la personne à réactualiser annuellement. Le décret relatif au contrat de séjour ne fait pas explicitement référence au projet d'accueil et d'accompagnement. Projet personnalisé et contrat de séjour se chevauchent mais ne se recouvrent pas. Le projet personnalisé est avant tout une démarche répondant à des principes développés plus loin. Le projet personnalisé a son propre rythme, différent selon les personnes accompagnées, et pour certains projets, le réajustement des objectifs pourra être plus intensif que le rythme annuel des révisions des contrats de séjour ou des IPC. Le contrat de séjour DIPC mentionne les objectifs et les prestations adaptées, ce qui signifie que les autres éléments du projet personnalisé, analyse préalable de la situation, modalité de la mise en œuvre, n'y figurent pas automatiquement. Contrat de séjour ou DIPC et projet personnalisé sont deux modalités d'engagement différenciées et articulées. Il est recommandé de mentionner dans le contrat de séjour DIPC l'existence du projet personnalisé. 2. Les principes retenus. Le projet personnalisé est une démarche dynamique, une co-construction qui tente de trouver un équilibre entre différentes sources de tension, par exemple entre les personnes et leur entourage qui peuvent avoir des attentes contradictoires ou des analyses différentes. Les personnes, leur entourage et les professionnels qui ne partagent pas automatiquement la même analyse de la situation ou les mêmes objectifs. Les professionnels d'établissement ou services différents. C'est la raison pour laquelle cette démarche de co-construction aboutit souvent à un compromis. 2.1. La co-construction du projet personnalisé est issue d'un dialogue régulier. La situation des personnes est en constante évolution, que ce soit en raison des modifications de leurs attentes, de leur potentiel, de leur maturité, de leur état de santé.
que des changements de contexte. La pertinence du projet personnalisé sera réinterrogée régulièrement pour vérifier qu'il va toujours dans le sens souhaité et procéder aux réajustements nécessaires. Le dialogue autour du projet personnalisé est crucial lors de parcours de longue durée dans une même structure. C'est ce dialogue qui permet aux professionnels de respecter les souhaits des personnes et de leurs proches, d'être au plus près des évolutions des situations et de construire les ajustements propres à relancer une dynamique susceptible de s'enliser dans la routine de la vie quotidienne. Les décisions qui ont un impact important sur la vie des personnes, changement de lieu d'habitation, de mode de vie, d'établissement scolaire, d'activités professionnelles, modification des soins, nécessitent de nourrir ce dialogue entre la personne, ses proches et les professionnels concernés. Ce dialogue est nécessaire pour réussir techniquement la coordination ou le passage de relais entre intervenants et assurer la cohérence globale du parcours de la personne. 2.2. La participation la plus forte de la personne est recherchée. Concrètement, la participation de la personne au projet personnalisé nécessite une information préalable et adaptée. En effet, aucune participation de qualité ne peut être mise en œuvre si la personne, et le cas échéant son représentant légal, ne sont pas informés tant du cadre institutionnel qui structure l'intervention des professionnels que de l'offre de services sur le territoire. Cette participation nécessite de rechercher des formes de communication diversifiées, dès lors que les capacités d'expression et ou d'élaboration intellectuelle des personnes sont limitées. Communication gestuelle, sensorielle, visuelle, pictogramme, photo, langage simplifié. Cette participation est fonction de la situation spécifique de la personne. L'entourage, notamment familial ou les bénévoles, les intervenants à domicile, les représentants légaux, peuvent jouer un rôle important dans la mise en place concrète de la participation. Elle nécessite un questionnement régulier. Toute participation n'est pas synonyme d'autonomie, d'expression de soi. Elle peut cacher une soumission au désir de l'autre, une simple adaptation à une demande institutionnelle et finalement constituer une dépendance plus qu'une manifestation d'autonomie. D'une manière générale, l'expression la plus grande sera laissée aux personnes au cours de l'élaboration du projet personnalisé, puis de sa mise en œuvre, sachant que la déclinaison concrète de ce principe nécessite des adaptations dès lors que les capacités d'expression ou d'élaboration intellectuelle des personnes sont limitées. La complexité et ou la gravité des situations doit d'autant plus stimuler la capacité créatrice des équipes pour favoriser cette participation dans le respect de l'éthique professionnelle. Ces initiatives seront alors évaluées régulièrement. Dans la situation spécifique des mineurs, outre le respect des éventuelles décisions de justice, il est recommandé que les équipes mettent en place des modalités de participation adaptées à leur maturité. 2.3. La dynamique du projet est souple et adaptée au rythme de la personne. Le projet personnalisé est ouvert aux événements. L'intervention qui se déroule et ses effets, la vie qui s'écoule, les rencontres, peuvent produire de nouvelles attentes et des opportunités qui influent sur le projet personnalisé et parfois contribuent à le démarrer vraiment. Le processus du projet aura suffisamment de souplesse pour permettre d'intégrer ces incidents de parcours. Cette dynamique n'a d'intérêt que si elle améliore la situation de la personne ou va dans le sens d'un mieux-être. Pour autant, elle n'est pas forcément synonyme de progrès. Il y a aussi des situations d'involution, où la dynamique d'intervention peut au mieux contenir et ou accompagner la dégradation de la situation. Il existe aussi des situations où l'objectif sera le maintien des acquis. Une grande attention sera portée au rythme de la personne. Le projet personnalisé ne peut conserver ou acquérir un sens pour elle que si le rythme des actions est adapté à son propre rythme de pensée et d'action. Le dynamique d'un projet personnalisé peut être rapide à certains moments, puis nécessiter des pauses. C'est pourquoi l'accompagnement du projet personnalisé nécessitera des pratiques diverses: écoute, stimulation, recadrage, attente, être là. Pour certaines situations qui nécessitent simplement d'être à côté, les professionnels veilleront à ce que cette présence bienveillante ne se transforme pas en indifférence pour le sort de la personne. 2.4. L'ensemble des professionnels est concerné par les projets personnalisés. Au sein d'un établissement ou service, l'ensemble des professionnels qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent autour de la situation de la personne accueillie et ou accompagnée, sont concernés par l'élaboration des projets personnalisés. Si le responsable et le personnel d'encadrement sont garants de la démarche générale, les propositions et analyses de chaque professionnel en lien avec les personnes doivent être prises en compte et valorisées, quelle que soit la qualification des professionnels. Cela englobe aussi les professionnels en contact régulier avec les personnes, auxiliaires de vie scolaire, veilleurs de nuit, employés des services généraux ou d'entretien, agents d'accueil. Dans le respect des différentes fonctions et positionnements, notamment dans les équipes pluridisciplinaires, il est recommandé de faciliter l'expression de chaque professionnel, notamment au cours des réunions d'équipe où la circulation de la parole sera encouragée.
de solliciter systématiquement l'expression des professionnels de proximité. 2.5. Plus les parties prenantes sont nombreuses, plus il faut veiller à l'expression de la personne. Le projet est un processus complexe qui implique le plus souvent plusieurs parties prenantes. L'entourage de la personne accueillie ou accompagnée, le représentant légal est un acteur primordial du projet de la personne mineure ou protégée en raison de son pouvoir décisionnel sur les orientations et objectifs proposés dans le cadre du projet personnalisé. Au-delà du plan légal, les proches de la personne représentent souvent un point d'appui très fort, un soutien affectif et une ressource, parfois tout au long de la vie. D'autres parties prenantes sont extrêmement importantes tant dans la construction du projet que dans sa mise en œuvre, magistrats, médecins, prescripteurs, partenaires externes. Les équipes sont souvent pluridisciplinaires, sur la base de leur bilan et de leurs analyses, ont un poids déterminant dans les décisions. Quand un grand nombre de parties prenantes interviennent dans le projet, la parole de la personne court le risque d'être moins entendue et sa situation risque de lui paraître compliquée et immaîtrisable. Le confort de vie des personnes risque d'être affecté par un trop grand nombre d'interventions. Même quand ils pensent bien faire, les proches peuvent inhiber l'expression de la personne ou mal percevoir la réalité de sa situation. Lorsque les professionnels mettent en place des collaborations pour mieux articuler leurs prestations, ainsi que la loi les incite à le faire, une tension peut surgir entre l'exigence de coordination des parties prenantes et la liberté des personnes qui ont le droit de cloisonner les divers secteurs de leur vie. Il est recommandé que les équipes concernées veillent à ce que la personne comprenne bien le rôle de chaque partie prenante, sa parole soit entendue dans les instances et auprès des autres parties prenantes, la cohérence des prestations et éventuellement leur continuité se fasse dans le respect de la confidentialité des informations souhaitées par la personne dans la limite donnée par les éventuelles dispositions légales et décisions judiciaires. Et enfin, l'ensemble des interventions et actions respectent le confort de vie et les attentes principales des personnes dans le respect des éventuelles décisions judiciaires. Grand 2. La participation de la personne tout au long de la démarche. La démarche d'un projet personnalisé respectueux des attentes de la personne nécessite plusieurs phases. Premier contact et premier recueil des attentes de la personne, analyse de la situation avec objectivation des éléments d'analyse, co-construction du projet personnalisé avec les différentes parties prenantes, décision, fixation d'objectifs et d'une programmation d'activités et de prestations, moyens alloués au projet, mise en œuvre, bilan intermédiaire et ajustement pour répondre aux évolutions, et enfin, évaluation pour procéder à une réactualisation du projet personnalisé. Ces différentes phases sont toutes indispensables à la dynamique du projet personnalisé. Elles sont susceptibles, dans la réalité, de se chevaucher. Par exemple, des prestations et accompagnements sont souvent mis en place avant qu'une analyse de la situation ne soit terminée. Il convient de différencier au mieux chaque phase, en prenant soin que la personne, ses proches et, le cas échéant, son représentant légal ait bien intégré les enseignements d'une phase avant d'aborder la suivante. L'idée n'est de ne pas morceler la démarche artificiellement, mais d'aider la personne à la comprendre et à l'assimiler. 1. Premier contact. L'enjeu de cette phase est important. Il s'agit de construire les bases d'une alliance dynamique de la personne avec les professionnels dans un projet commun. Alliance qui favorise le partage, l'échange et modifie le rapport dominant-dominé souvent à l'œuvre en institution, plus par habitude et facilité que par volonté réelle de puissance. La construction de l'alliance autour du projet trouve un équilibre entre diverses tensions, par exemple, le souhait de connaître les attentes précises de la personne et la nécessité de ne pas être intrusif. Le souci de mettre en perspective les différents éléments du projet personnel et le risque d'avoir sur la vie des personnes une vision totalisante qui, par sa prétention à l'exhaustivité, peut devenir enfermante pour les personnes concernées. Ce processus peut être long, mais il serait hasardeux d'interpréter les éventuels refus des personnes comme des absences d'attente. Charge aux professionnels d'établir la relation de confiance qui permettra à la personne de s'appuyer sur eux ou sur d'autres pour trouver des mots. 1.1. Être attentif au premier contact. Les premiers contacts sont importants pour la suite du projet. C'est dans ce moment que la confiance commence à s'établir, que la personne peut être rassurée, qu'elle peut sentir qu'il y a une chance que sa situation s'améliore ou tout simplement que cela va bien se passer. 1.2. Réunir les conditions pour l'expression des attentes. Ce qui crée la rencontre de la personne avec les équipes sociales et médico-sociales, c'est bien une difficulté, qu'elle soit accidentelle ou pas, conjoncturelle ou plus durable, renforcée par le contexte socio-économique ou pas. Cette situation nécessite de la part des personnes des changements de perspective et, souvent,
une réorganisation de leur vie. Les professionnels sont là pour les y aider et leur proposer des réponses et des soutiens. La première aide consiste à accompagner la personne dans cette phase de remaniement pour que puissent émerger ses attentes. Les professionnels s'interrogent sur le moment approprié pour soutenir ce travail d'élaboration des attentes. Cette phase de maturation est indispensable pour éviter que les parties prenantes du futur projet personnalisé ne soient par la suite en déphasage persistant. Le projet personnalisé, parfois, ne peut reprendre les attentes des personnes telles quelles ou intégralement. Celles-ci font alors l'objet d'un dialogue qui permet à la personne de les repenser et aux professionnels d'ajuster les propositions. Il est recommandé de repérer et respecter le temps dont la personne a éventuellement besoin pour se poser et entamer un dialogue avec les professionnels, d'alterner temps d'échange avec les professionnels et temps de réflexion personnelle, afin de permettre à la personne de se forger une opinion. 1.3. Utiliser les supports facilitant l'expression des personnes. Pour aider les personnes et leurs représentants légaux à exprimer leurs attentes, des supports adaptés peuvent être proposés, à utiliser éventuellement avec leurs proches, selon les situations. L'objectif de ces supports est de permettre à la personne de dégager et hiérarchiser ses attentes. 2. L'analyse de la situation. À partir du recueil des attentes, l'enjeu de cette phase est d'aboutir à une analyse partagée qui pourra débaucher sur la co-construction d'un projet réaliste. Cette analyse partagée, qui prend le temps de l'explication et de la maturation de la réflexion, est une condition facilitatrice de la suite de la démarche. Dans cette phase, le soutien mis en place par les professionnels va essayer de dégager avec les personnes et leurs proches une vision prospective de l'évaluation de la situation, atouts et difficultés. Par exemple, pour des personnes en insertion, l'enjeu sera de repérer et valoriser les compétences sociales et professionnelles, souvent passées au second plan en raison de leurs difficultés. Pour certaines personnes âgées, les professionnels éclaireront les personnes et ou leurs proches sur les conséquences du vieillissement et les moyens disponibles pour pouvoir ensemble anticiper, préparer, prévenir. Le soutien mis en place par les professionnels va construire les bases d'un projet ouvert, prêt à intégrer des opportunités que l'on ne connaît pas du tout à l'avance. Et enfin, ce soutien va aussi préparer le choix des objectifs et des modalités d'action. L'analyse aidera les parties prenantes à effectuer des choix et à gérer les inévitables frustrations. 2.1. Donner à la personne l'information utile. L'information utile qui sera donnée à la personne et à son représentant légal porte notamment sur le cadre institutionnel de l'aide proposée, l'offre de prestations et le type d'accompagnement. L'accès à cette information permet à la personne d'affiner elle-même l'analyse de ses besoins et de ses projets personnels. Les professionnels s'efforceront de donner aux personnes une information claire, intelligible et qui tienne compte de leur situation affective. Il est recommandé que ces informations soient données à la personne et ou son représentant légal selon des modalités favorisant la représentation concrète de ce qui est possible et accessible. 2.2. Recueillir les seules informations nécessaires. Cette question de l'information nécessaire à l'analyse de la situation se situe dans une tension entre des exigences contradictoires et des risques divers. Comme par exemple la nécessité de respecter l'intimité des personnes, qui pousse à ne pas leur demander systématiquement de raconter leur vie et à respecter leur droit à une certaine réserve. Le risque, par une interrogation sur leur biographie, de produire des éléments de compréhension hâtifs et d'enfermer les personnes dans des répétitions, de discours et d'actes. L'intérêt de permettre aux personnes de repartir sur de nouvelles bases ou de parler de leur situation de manière différente avec de nouveaux interlocuteurs. Et enfin, la nécessité de disposer des informations permettant d'ajuster les prestations et l'accompagnement. 2.3. Associer la personne au travail de recueil d'informations auprès des partenaires. L'accord de la personne et ou de son représentant légal est nécessaire pour tout partage d'informations qui la concerne. La personne, dans le respect des décisions judiciaires, est consultée au moins sur le choix et l'étendue du recueil d'informations utiles. Cette consultation lui permet d'exprimer si elle veut travailler dans la continuité de l'accompagnement précédent ou parallèle, ou bien si elle préfère travailler sur des bases nouvelles. Autant que faire se peut, la personne est elle-même le vecteur de ces informations émanant des partenaires. Si elle ne peut ou ne souhaite pas l'être directement, elle est associée le plus étroitement possible, téléphoner en sa présence au partenaire par exemple. Ce positionnement permet de placer la personne dans une position plus active que si elle est seulement l'objet de cette information transmise. Quand une décision de justice indique que certaines informations ne doivent pas être communiquées à la personne ou son représentant légal, l'ensemble des autres informations lui sera fourni. 2.4. Solliciter l'entourage de la personne. Un point d'appui possible pour aider les personnes à percevoir comment elles peuvent conserver ou reprendre de la maîtrise sur leur vie peut résider dans le dialogue avec leur entourage, dans le respect des décisions de justice quand ils existent à cet endroit. Il faut entendre par entourage l'environnement relationnel, la famille élargie, les amis, les pairs,
association, groupe d'entraide, groupe de pairs. Cette possibilité sera présentée à la personne et concrétisée si la personne en est d'accord. On peut citer ici que la Charte des droits et libertés de la personne accueillie prévoit dans son article 4 que la personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement. Selon les cas, les professionnels proposeront à la personne d'autres soutiens que son représentant légal, dans son entourage ou encore auprès de bénévoles intervenant dans l'établissement ou service. 2.5. Repérer les habitudes de vie. Quel que soit le lieu de cette phase d'analyse, le domicile des personnes, un rendez-vous dans l'établissement ou le service, dans la rue ou dans les permanences, les équipes seront attentives à repérer les habitudes et le cadre de vie des personnes, ce qui fait qu'elles tiennent ou pas, ce qui a du sens pour elles ou une importance affective. 2.6. Créer ou adapter des supports pour faciliter la réflexion. Il peut être facilitant pour la personne d'être aidée dans sa réflexion par des supports, à utiliser éventuellement avec ses proches, pour qu'elle analyse les appuis sur lesquels elle pourra compter, les atouts, les ressources personnelles, familiales, sociales, dans son entourage, pour qu'elle repère aussi les faiblesses de sa situation, les zones de difficulté, les incertitudes, et enfin pour qu'elle mesure les avantages et inconvénients de telles réponses au regard de ses attentes, de ses appuis propres et de ce qui pourrait être aménagé. Les supports spécifiques seront prévus pour les représentants légaux. 2.7. Faciliter l'expression de la personne. Il est recommandé d'organiser les entretiens de manière à faciliter l'expression de la personne en choisissant le moment le plus favorable, la durée optimale pour ces entretiens, le nombre maximum de participants et l'organisation de l'espace propice à faciliter l'expression. Produire une analyse partagée en facilitant l'expression de tous les professionnels concernés. L'objectif de cette phase est de parvenir à une analyse partagée également au sein des équipes. Les réunions d'équipe, sans la présence de la personne, mais à son sujet, sont utiles si elles permettent à chaque professionnel, quelle que soit sa fonction, d'exprimer son point de vue, de distinguer dans les propos l'exposé des faits ou des observations et l'interprétation qui en est faite, d'approfondir les échanges pour que le consensus entre les professionnels soit réel et non de façade, et enfin de dégager des lignes directives claires facilitant le positionnement des professionnels et la compréhension pour la personne. Produire une analyse partagée en utilisant l'expertise de la personne. Les besoins repérés par les personnes ne sont pas forcément les mêmes, loin s'en faut, que ceux repérés par les professionnels. Des points qui paraissent importants aux yeux des professionnels sont mineurs pour la personne et vice-versa. La personne possède une connaissance intime de sa situation, dont il est à la fois illégitime et contre-productif de se passer. La personne possède des compétences d'analyse que les professionnels pourront repérer et dont ils faciliteront l'expression. Dans certains cas, ces derniers aideront la personne à construire une distanciation suffisante avec son vécu afin de l'aider à sortir d'une analyse figée de son histoire et de sa situation. Pour les personnes qui n'ont pas accès au langage, les proches seront particulièrement mobilisés. Des espaces et des temps d'observation permettront aux professionnels d'approcher cette connaissance intime que possède la personne sur sa situation. 3. La phase de co-construction du projet personnalisé. À partir de cette analyse partagée, la personne et les professionnels accompagnants vont pouvoir construire le projet personnalisé. Se placer en position de reconnaissance mutuelle. Les personnes sont susceptibles d'adopter un discours de conformisme ou de généralité quand on leur parle projet. Si de son côté le professionnel est enfermé dans ses propres représentations ou cherche à faire rentrer la personne dans ses propres codes et convictions, le dialogue risque d'être faussé. L'organisation de la co-construction du projet personnalisé se fonde sur une reconnaissance mutuelle de la personne et de son représentant légal et des professionnels. Faire émerger des propositions nouvelles. Les professionnels s'appuieront sur leurs compétences, leur créativité et leur empathie pour faire émerger des propositions nouvelles, fruits de ce dialogue avec la personne. Lorsque les attentes ou propositions des personnes ou les suggestions des professionnels débordent de la mission de l'établissement, les équipes seront amenées à chercher des réponses auprès d'autres structures avec d'autres dispositifs. Il est recommandé que les professionnels recherchent ainsi toutes les réponses possibles pour être au plus près des attentes de la personne et de leur représentant légal dans le respect des décisions judiciaires. Oser aborder les questions sensibles. Il revient aux professionnels accompagnants de susciter le dialogue quand la personne souhaite aborder des questions délicates, mais hésite à le faire. Par exemple, sur la sexualité ou des relations difficiles avec les parents, la vie affective en général, la croyance religieuse, notamment lors des risques sectaires ou de dérives mystiques. Le périmètre de ces questions est difficile à délimiter, car très variable selon les individus. L'analyse des pratiques peut aider chaque professionnel à ajuster son positionnement et à utiliser au cours de ces dialogues le savoir-faire construit collectivement. Intégrer au mieux les habitudes de vie. Il est recommandé de respecter les habitudes de vie dont les manifestations ne portent ni préjudice à la personne elle-même ni à son environnement.
Par exemple, l'entrée dans un établissement pour personnes âgées ou l'intervention à domicile s'accompagneront du respect des modes de vie pour limiter les perturbations dommageables au bien-être des personnes. Dans le cas d'habitudes de vie plus problématiques, personnes vivant dans la rue, personnes toxicomanes marginalisées, l'expérience montre qu'en acceptant provisoirement des modes de vie ou des comportements inaccoutumés, on peut établir un premier lien susceptible par la suite de faire évoluer ces modes de vie. Et enfin, encourager des essais. La meilleure manière de permettre aux personnes de jouer un rôle actif dans le projet personnalisé est encore de leur permettre de faire leurs propres expériences. Aussi, les mises en situation seront recherchées pour permettre aux personnes d'affiner leurs analyses et de réajuster des représentations sur elles-mêmes, sur les activités proposées, sur l'accompagnement, sur l'environnement. Insister sur le caractère d'essai relativise l'échec éventuel, qui devient un problème à résoudre ensemble et non pas l'échec de la personne malgré toute l'aide apportée. Cet essai s'inscrit alors dans la mise en œuvre des objectifs du projet personnalisé. 4. La phase de décision. Le projet personnalisé prend place dans un cadre réglementaire qui autorise et limite le champ des actions possibles. Le dialogue entre les personnes accueillies, accompagnées et les professionnels se situe dans un environnement institutionnel qui infléchit largement les décisions prises. L'existence et les contraintes de ce cadre, ce qu'il permet et ce qu'il limite, voire l'interdit, seront clairement expliqués aux personnes par les professionnels. Inviter systématiquement les personnes à participer à la prise de décision. Cette invitation est systématique, quel que soit le niveau des décisions à prendre, mais plus les décisions impactent la vie de la personne, plus celle-ci, et son représentant légal, s'il y a lieu, sera associé de près à la prise de décision. Orientation, changement d'établissement ou de secteur au sein de l'établissement. Hors certains cas de décision dans le cadre judiciaire. Il est recommandé de toujours associer le plus étroitement possible les personnes aux décisions prises, dès lors qu'elles acceptent cette participation et dans le respect du cadre judiciaire. Il est recommandé, quand il y a divergence entre l'avis de la personne et celle des équipes, d'aménager des périodes d'essai, de proposer des alternances pour comprendre l'origine de ce désaccord et réduire peu à peu la distance entre les projets de la personne et les avis des professionnels. Dégager des objectifs issus du dialogue. Ce sont ces objectifs qui témoignent concrètement de l'engagement des professionnels auprès de la personne et, le cas échéant, de son représentant légal pour l'accueillir et ou l'accompagner. Les objectifs retenus seront adaptés aux situations des personnes de manière à restaurer le sentiment de compétence et la prise d'initiative. Les objectifs retenus seront concrets, de manière à ancrer le projet personnalisé dans la vie de la personne et contribuer au sentiment d'avancée. La présence d'objectifs permettant de restaurer l'estime de soi, centrale pour beaucoup de personnes, sera priorisée. L'intimité des personnes est à respecter et privilégier. Les professionnels veilleront à ce que les objectifs soient en harmonie avec ce principe. Dans les situations encadrées par une décision de justice, expliquer les décisions de justice prises dans l'intérêt de la personne. Dans un cadre où l'intérêt de la personne est défini par d'autres qu'elle-même ou son représentant légal et où des décisions importantes sont prises, celles-ci seront expliquées précisément au cours des entretiens entre les professionnels, la personne, son représentant légal. Le cadre dans lequel ces décisions interviennent sera clarifié, les fonctions de chaque partie prenante précisées et ce qui est attendu de chacun bien identifié. Si des propositions de la personne ou de son représentant légal ne peuvent pas être retenues ou ne le sont que partiellement, cette modification leur sera expliquée. Si des attentes sont susceptibles d'être simplement reportées, date sera prise pour leur examen de la situation. Dans les situations encadrées par une décision de justice, laissez le maximum d'autonomie à la personne. À l'intérieur de ce cadre, l'autonomie de la personne doit pouvoir s'exprimer et se développer. Il s'agit de permettre aux personnes et à leurs représentants légaux de prendre le maximum d'initiatives, de mobiliser les réseaux et appuis, de maintenir leur cadre de vie, de mener à bien leurs projets personnels. Les professionnels éviteront de renforcer la contrainte au cours de la mise en œuvre du projet personnalisé. La contrainte sera seulement intégrée au projet personnalisé et non pas renforcée par des modalités d'accompagnement. En cas de déficit de l'offre ou d'attente prolongée, prévoir des aménagements spécifiques. Il peut arriver que les décisions soient prises faute de mieux. L'offre de service ou de place d'accueil peut ne pas être à la hauteur des besoins sur le territoire. Le partenariat ne peut être encore suffisamment développé, l'établissement se trouve en phase de restructuration ou en cours de recrutement. Autant de cas de figure qui viennent diminuer le choix possible pour un projet personnalisé. Quand des décisions sont prises faute de mieux, il est recommandé de formaliser aux différentes parties prenantes les raisons de cette décision, de manière à ce que la personne ne la ressente pas comme un échec de sa part ou une erreur des professionnels accompagnants. Les aménagements transitoires pourront alors être prévus pour que la période d'attente ou les actions décidées aient un caractère stimulant afin de donner à cette période un intérêt pour la personne. Repérer des zones de vigilance.
Les décisions prises nécessitent de la part des parties prenantes de repérer des zones de vigilance, moments, actions, micro-projets, qui réclameront une attention particulière susceptible de modifier le projet personnalisé si le déroulement ne produit pas les effets positifs voulus. 5. La mise en œuvre du projet personnalisé. Il est normal que cette phase de concrétisation révèle des incohérences dans le projet personnalisé, ou que des actions prévues ne se mettent pas en place, ou encore que des coopérations se révèlent plus délicates que prévues. Entre ce que l'on a échafaudé ensemble et la réalité de la mise en œuvre, les différences peuvent s'avérer importantes et la mise en œuvre demander des ajustements assez rapides. Être attentif à la mise en place. Les professionnels seront attentifs lors de ces premiers temps et solliciteront la personne, notamment sur les zones de vigilance qui auront été repérées, particulièrement si elles ont fait l'objet d'une inquiétude de la personne ou d'un désaccord entre les différentes parties prenantes. Encourager un rôle actif des personnes dans la mise en œuvre. Les actions proposées sont au service du projet personnalisé. Les professionnels se garderont de tomber dans un activisme contraire aux intérêts de la personne et à son autonomie. Le confort de vie des personnes est recherché et les professionnels veilleront à ce que l'intervention d'équipes pluridisciplinaires respecte ce principe. Mais parfois les positionnements actifs des personnes, la prise en main de leurs propres projets sont susceptibles de se ralentir au fil de la mise en œuvre. Certaines personnes donnent l'impression de se replier sur elles-mêmes, de déléguer de plus en plus aux professionnels, voire de régresser. Il est recommandé aux professionnels de repérer puis d'interroger ce repli, qui peut être dû à de multiples facteurs, psychologiques, médicaux, mais aussi institutionnels. Position d'emprise des professionnels, accompagnement trop intensif laissant peu de place à l'initiative. Il convient de ne pas confondre les pauses nécessaires au rythme des personnes et ce qui ressort d'un problème à résoudre. Coordonner le projet et garantir la mise en œuvre. Les organisations des professionnels prévoient souvent qu'un, ou parfois deux, d'entre eux soit le coordinateur de projet personnalisé, signifiant par là qu'il est l'interlocuteur privilégié des parties prenantes, qu'il veille au déroulement des différentes phases du projet personnalisé et à la cohérence des interventions. Cette fonction de coordination est particulièrement importante quand le projet personnalisé est suspendu du fait d'une hospitalisation, d'un incident de parcours involontaire, etc. Le coordinateur de projet et les équipes analysent avec la personne elle-même et son représentant légal les conséquences sur le projet personnalisé. Le coordinateur porte une attention particulière aux professionnels intervenant à temps partiel ou ne participant pas aux réunions liées au projet personnalisé afin de les associer aux différentes étapes. La désignation d'un coordinateur de projet n'exonère pas l'ensemble des professionnels qui interviennent autour de la personne de maintenir un lien attentif et respectueux avec elle. La personne est d'ailleurs susceptible de choisir un moment et un professionnel pour exprimer son avis et montrer satisfaction ou malaise, qui ne sont ni les moments officiels de bilan, ni les coordinateurs désignés. Suivre le projet personnalisé. La mise en œuvre du projet personnalisé sera suivie, c'est-à-dire que les principales parties prenantes vérifieront l'avancée des objectifs et la cohérence de l'accompagnement et des prestations avec l'évolution de la situation. Les modalités de suivi du projet personnalisé sont prévues dès sa mise en place et les entretiens de suivi programmés. Cette programmation n'exclut pas une souplesse permettant à la personne, à ses proches et aux professionnels de demander une réunion quand l'évolution de la situation le requiert. C'est ainsi que les expériences ou essais faits sur un temps limité feront l'objet d'un bilan par les principaux professionnels concernés avec la personne, bilan susceptible de modifier les objectifs ou des actions du projet. Dans la phase de suivi du projet personnalisé, la personne et son représentant légal participent au temps de suivi du projet personnalisé. La réflexion de la personne et de son représentant légal est facilitée par tout moyen adapté, et enfin la personne, à sa demande ou avec son accord, est éventuellement soutenue par des tiers lors de ces bilans. Accompagner les propositions d'interruption. Les professionnels sont parfois amenés à proposer l'interruption d'un accueil et ou d'un accompagnement. Cette proposition remet en question les modalités de projet personnalisé et peut signifier un changement de stratégie et l'intervenant. Lors de cette situation, il est recommandé d'organiser une rencontre avec les personnes concernées, d'analyser avec la personne et son représentant légal les conséquences sur le projet personnalisé, de rechercher des solutions alternatives possibles et de les expliquer en s'assurant de la compréhension par la personne, et enfin d'aider la personne ou son représentant légal dans la recherche d'une solution ou de l'orienter vers un lieu ressource. 6. La co-évaluation du projet personnalisé. L'évaluation du projet personnalisé fait partie intégrante de la démarche du projet. Elle est à distinguer de l'évaluation des activités et de la qualité de prestation prévue par la loi numéro 2002-2 et ses décrets, même si elle y participe. Le projet personnalisé est co-évalué par la personne elle-même et son représentant légal, les professionnels et les partenaires concernés. Si la personne le souhaite, ses proches peuvent être associés à cette co-évaluation. Des objectifs ayant été fixés,
Un plan d'action et des modalités d'accompagnement ayant été mis en œuvre, les parties prenantes du projet personnalisé échangent sur la réalisation des objectifs, repèrent les effets, produisent une analyse et réinterrogent les hypothèses. Les résultats de la coévaluation permettront d'élaborer des nouveaux objectifs, de modifier les actions proposées, d'ajuster les types d'accompagnement, voire de proposer une nouvelle orientation et de réinvestir le projet personnalisé afin de l'actualiser. Être attentif à la périodicité de l'évaluation. Le rythme de l'évaluation du projet personnalisé est fonction de la nature de ses objectifs et des modalités de sa mise en œuvre. Chaque projet personnalisé a aussi son propre rythme et sa périodicité propre d'évaluation. Les personnes seront informées dès la construction du projet des modalités de son évaluation et de la finalité de cette évaluation. Le projet personnalisé sera évalué au moins une fois par an. Organiser un cadre facilitant la réflexion de la personne. La phase d'évaluation du projet personnalisé doit permettre à la personne de connaître et de comprendre les points de vue des différentes parties prenantes et d'y confronter ses propres analyses. Il est recommandé de proposer à la personne et à ses proches des supports de questionnement et d'analyse évaluative, supports écrits ou autres, lui permettant d'évaluer si les actions menées, le séjour passé, les accompagnements conduits aboutissent à du mieux pour elle et dans quel domaine. Le débat permet à la personne et éventuellement à ses proches d'enrichir sa propre analyse, de formuler des propositions en connaissance de cause, de contribuer ainsi à fixer de nouveaux objectifs et de proposer ou accepter des nouvelles orientations. Permettre à la personne de formuler ses nouvelles attentes. Les professionnels accompagnants veilleront à ce que les personnes, et éventuellement leurs représentants légaux, puissent formuler de nouvelles attentes sur la base des enseignements de cette co-évaluation. Si la personne reste dans l'établissement ou service, ces attentes permettront de fonder une actualisation du projet avec des objectifs actualisés et des modalités de mise en œuvre adaptées à la nouvelle situation. Dans le cas de personnes orientées vers un nouvel établissement ou service, les professionnels repéreront chez les personnes ce à quoi elles tiennent dans la prise en charge de l'établissement ou service qu'elles quittent et qu'elles aimeraient retrouver là où elles seront orientées. Sous réserve de l'accord des personnes elles-mêmes et le cas échéant de leur représentant légal, ces attentes figureront dans les dossiers d'orientation et la nouvelle équipe en tiendra compte dans l'organisation des prestations et de l'accompagnement. 7. La rédaction du projet personnalisé. La loi numéro 2002-2 ne précise pas si la formalisation du projet doit être écrite. Seuls les objectifs et les prestations adaptées à la personne figurent obligatoirement dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge. Mais rédiger l'ensemble du projet permet de produire un document qui constitue une base commune, qui fait trace tant du cheminement que des décisions prises, qui facilite le suivi puis l'évaluation du projet personnalisé. Les personnes, éventuellement avec l'aide de leurs proches, pourront être invitées à formaliser par écrit leurs attentes et contributions si elles le souhaitent et le peuvent. Dans le cas contraire, les attentes et analyses exprimées seront recueillies par écrit par un professionnel sous réserve de l'accord de la personne. Cet écrit sera lu à la personne pour validation. Si la personne qui en aurait la possibilité ne souhaite en aucune manière que ces attentes et analyses soient écrites, ce souhait sera respecté et mentionné dans le document. Les représentants légaux seront invités, de leur côté, à écrire leurs attentes et analyses. Il est recommandé aux professionnels de veiller à ce que le projet personnalisé soit rédigé, en conservant la trace des différentes phases de la co-construction. Le document mentionne ainsi, au fur et à mesure des phases de la démarche, les éléments principaux permettant le suivi de la progression du projet. La contribution des différentes parties prenantes apparaît de manière clairement différenciée. Séparer clairement les faits de leur analyse. La rédaction du projet personnalisé permettra de séparer les faits de leur compréhension par les différentes parties prenantes. Cette précaution permet, au moment du temps de suivi et évaluation, de vérifier si l'analyse des faits était bonne et les hypothèses de travail pertinentes. Elle facilite l'évaluation et permet de progresser dans une plus grande clarté pour l'ensemble des parties prenantes. Écrire dans le respect des personnes. Il est recommandé aux professionnels de prendre garde au choix des mots. Ceux-ci valoriseront la dynamique et ne seront pas blessants, notamment dans l'analyse de la situation ou dans la formalisation des objectifs. Ne pas transformer le projet en injonction. Dans la forme, les professionnels éviteront un style trop administratif ou un vocabulaire trop technique ou encore de transformer les objectifs en injonction. Le projet écrit est un support pour les parties prenantes et à ce titre, il a vocation à engager et non à obliger. Inviter les personnes à conserver un exemplaire du projet personnalisé. Les professionnels remettent à la personne un exemplaire actualisé du projet personnalisé en attirant son attention sur la discrétion nécessaire qui doit entourer le document, notamment quand la personne vit en collectivité. Si la personne se sent plus rassurée en confiant son exemplaire à l'établissement ou service, les professionnels veilleront à réunir les conditions pour lui en faciliter l'accès.
Grand 3, la contribution des projets personnalisés aux projets d'établissement ou de service. Projets personnalisés, projets d'établissement ou service entretiennent une relation d'enrichissement mutuel. Les projets personnalisés nourrissent la réflexion sur le fonctionnement des structures, la pratique d'accueil et d'accompagnement et l'organisation collective. De son côté, le projet d'établissement et de service intègre la démarche de projet personnalisé, en définit les principes et les modalités de mise en place. Les projets personnalisés sont également liés aux autres outils d'information, d'expression et de participation des usagers prévus dans la loi numéro 2002-2 et plus fréquemment livret d'accueil, règlement de fonctionnement et conseil de vie sociale. Le projet d'établissement ou de service organise la cohérence de ces différents outils. 1. Se doter des principes d'intervention communs. Il est recommandé d'intégrer dans le projet d'établissement-service une réflexion des équipes sur leurs principes d'intervention auprès des personnes. Ces principes traduisent la manière concrète dont les professionnels s'approprient les droits des usagers et plus spécifiquement le droit de la personne à participer activement au projet qui la concerne, ainsi que les droits des représentants légaux. Cette réflexion sera l'occasion pour les professionnels de définir précisément la fonction de coordinateur de projet référent. Le sens général de la démarche du projet personnalisé, le rôle général de chaque partie prenante et la procédure seront expliqués dans le livret d'accueil. 2. Analyser les évaluations des projets personnalisés. Les résultats des évaluations pourront être rapprochés de manière à ce que les informations récurrentes enrichissent la réflexion des professionnels sur les améliorations à apporter à leur pratique, leurs prestations, leur organisation. Dans le cadre de cette analyse, il est recommandé de réaliser un bilan des attentes non satisfaites. Les équipes pourront ainsi déterminer les actions à promouvoir pour construire les réponses aux attentes non satisfaites récurrentes. Les responsables et les équipes feront la part entre les attentes à faire remonter au niveau des décideurs locaux, autorités locales concernées, de contrôle, et celles à prendre en compte lors de la réactualisation du projet d'établissement ou service. 3. Utiliser les résultats des enquêtes de satisfaction. À l'occasion des enquêtes de satisfaction menées auprès des personnes et de leur entourage, des pistes pourront être repérées et utilisées pour améliorer globalement la dynamique ou l'organisation des projets personnalisés. Des questions pourront être posées sur l'intérêt des supports utilisés pour faciliter la réflexion des personnes et de leurs représentants légaux. 4. Mener une réflexion autour des informations. Il est recommandé de mener une réflexion sur les questions liées au recueil, à la circulation et à la conservation des informations contenues dans le projet personnalisé. Les équipes pourront valablement se donner un cadre conforme au droit et à l'éthique en répondant aux questions suivantes. De quelles informations avons-nous besoin pour les projets personnalisés ? Comment se procure-t-on l'information avec le maximum de participation des personnes ? Quels sont les droits des personnes et de leurs proches ? Avons-nous les moyens de distinguer l'information objective et les analyses plus subjectives ? Quelles sont les règles du partage d'informations au sein de la structure et avec les partenaires susceptibles d'impacter le projet personnalisé ? Sont-elles conformes aux droits des usagers ? Posent-elles des questions éthiques ? Et enfin, quelles sont les règles pour préserver la discrétion autour des informations liées au projet personnalisé ? 5. Mobiliser le Conseil de vie sociale. Le Conseil de la vie sociale, CVS, ou le groupe d'expression qui en tient lieu pourra utilement être associé à la réflexion pour améliorer la qualité du dialogue entre la personne, ses proches et les professionnels. Deux thèmes pourront particulièrement mobiliser cette réflexion. Le bilan global des attentes non satisfaites, les échanges au sein du CVS peuvent donner des pistes aux équipes pour améliorer leurs réponses, et le support d'aide à la formulation des attentes, d'aide à l'analyse de la situation, à l'évaluation du projet personnalisé et d'une manière générale tous les supports d'aide à l'auto-questionnement des personnes. Les membres du CVS gagneront à être associés à la conception, l'adaptation et à l'expérimentation de ces supports. Les associations représentant les usagers, et en l'absence celles représentant les familles et les bénévoles proches des usagers, pourront également être consultées et associées aux travaux. Les professionnels pourront également s'appuyer sur des travaux de recherche éclairant cette problématique. Voici l'équipe projet de l'ANESM et le groupe de pilotage qui ont participé à cet écrit. Voici également le groupe de cotation ainsi que le groupe de lecture. Ce document en format PDF est téléchargeable sur has-santé.fr. Il se compose également de 3 annexes. L'annexe 1, éléments pour l'approbation de la recommandation. L'annexe 2, entretien effectué et site visité. Et l'annexe 3, bibliographie.